un enfant, c'est sauver le monde, a coutume de dire le père Sérac. Cette phrase du célèbre jésuite résume toute l'action des humanitaires et particulièrement celle de la chaîne de l'Espoir. Créée il y a 20 ans, elle a déjà sauvé plus de 30 000 enfants dans le monde entier atteints de diverses maladies. À sa tête, l'un des pontes de la chirurgie cardiaque française, pionnier tant en médecine qu'en humanitaire. Sa vie, vous le verrez, est aussi passionnante que son œuvre. Professeur Alain Deloche, bonjour. Bonjour. C'est un honneur de vous recevoir. Surtout d'arriver à vous prendre, à vous poser une heure sur un siège et à vous laisser partir dans l'avion. Je vous tiens, je ne vous lâche plus, car cet homme est toujours entre deux avions, deux hôpitaux, deux opérations, deux malades. Donc on est content de vous avoir. On va peut-être déjà faire un bilan de la chaîne de l'Espoir, parce que c'est vrai que les anniversaires, 20 ans de la chaîne de l'Espoir, c'est le moment des grands bilans, des chiffres, des satisfactions, oui, j'imagine. C'est une date dangereuse, 20 ans. Pourquoi ? Faut pas éteindre, en soufflant les bougies, il faut pas éteindre, il faut au contraire. Mais c'est vrai que ça passe vite et je ne voyais pas la chose gagnante au départ. Surtout que vous étiez que deux à la base. Oui, on était deux. Donc c'est quand même pas beaucoup quand on se dit qu'on va sauver les enfants du monde. Oui, mais on était deux, mais ambitieux. Déterminés, je dirais. Déterminés. Oui, mais de l'ambition aussi. Donc c'est vrai que 20 ans plus tard, nous sommes un acteur de santé maintenant. Et grosso modo, notre rêve absolu, c'était de bâtir des hôpitaux et de soigner les enfants sur place. Oui, et vous n'avez pas cédé sur ces objectifs-là. Non, non, c'est parce que le père Sérac me disait toujours, Alain, ce qui est bien, c'est que tu es un bâtisseur. C'est le plus grand compliment, bâtisseur. C'est-à-dire qu'on voit à ce moment-là l'avenir. C'est-à-dire qu'en bâtissant un hôpital, on bâtit aussi une équipe, on forme et on passe le bâton. Donc au Vietnam, nous n'allons plus au Vietnam que de temps à autre. Au Cambodge, maintenant, ils sont autonomes. Donc ça, c'est une sorte d'accomplissement. En médecine, c'est très important de passer le bâton. Au départ, c'était pas ça la chaîne de l'Espoir. Au départ, vous avez fait venir les enfants en France, dans des familles d'accueil. Oui, c'est ça. L'acte fondateur, c'est la venue d'enfants en France, accueillis par des familles d'accueil, soignés dans nos hôpitaux. Mais on a tout de suite vu la limite, symboliquement très fort. Chaque enfant est un conte de fées, c'est magnifique, dans le symbole, mais c'est pas suffisant. On ne va pas faire venir les 2 tiers de la planète en France. Oui, puis ça les déracinait, ces enfants. Ils découvraient qu'il y avait un choc culturel énorme aussi. Encore que cela, c'est surtout sur le plan du principe. Donc, il faut mieux soigner l'enfant dans son pays. Si possible par les médecins locaux. Et puis entouré de sa famille, de ses parents, c'est quand même un autre contexte. Vous continuez de faire venir des enfants de l'étranger en France quand même. Oui, parce que là, la salle d'attente est pleine, 2 à 3 enfants par semaine. C'est pas rien. Dans toutes les villes de France. Oui, Toulouse, Lyon, Nantes, Caen, et puis également à Bruxelles et à Londres. Donc, vous êtes toujours en recherche de familles d'accueil. Toujours, oui. D'accord, parce qu'on comptait donner vos coordonnées à la fin de l'émission, donc on les donnera. C'est un acte de générosité à l'état pur, la famille d'accueil, infini respect, mais grand appel aux candidatures. Bien sûr. Vous savez, toutes les familles d'accueil concluent que ça apporte plus à soi-même qu'à l'enfant presque. Alors, dans Chaîne de l'Espoir, on a tendance à tout de suite foncer sur le mot espoir, avec tout ce qu'il peut signifier, tout son contenant, sa densité. Puis on a tendance à oublier un peu le mot chaîne, qui pourtant est drôlement important aussi, parce que c'est justement avec ces petits maillons que tout se fait. C'est presque un principe philosophique. D'accord. Expliquez-nous ça. J'aime bien la philosophie, moi. Ah oui, je crois que la vie, si on peut agir maillon par maillon, on a une résonance beaucoup plus grande. Et cette idée de maillon indispensable, sinon la chaîne se rompt, ça c'est très important. En médecine, c'est comme ça. Toute opération à cœur ouvert, c'est une chaîne de moyens. Et moi j'aime beaucoup cette image de chaîne. Et d'ailleurs, c'est un grand publiciste qui m'a dit « ce nom n'est pas bon ». Qui ça, Jacques Séguéla vous a dit ça? Jacques Séguéla m'a dit ça. Parce qu'on ne voit pas ce que vous faites. C'est vrai, quand on dit « Médecins sans frontières », on comprend. Et puis il a réfléchi, il a dit finalement, peut-être que c'est bon. Parce que ça veut dire chaîne, partage, solidarité, etc. Donc on l'a gardé. On a bien compris que vous connaissiez bien le père Sérac, on expliquera dans quelles conditions vous vous êtes rencontrés, mais un petit peu plus tard. Mais je voudrais juste appuyer sur un moment, le père Sérac vous a dit quelque chose de très fort. Vous a dit qu'il faut avoir d'abord une grande vision, donc la vision, et après
poser des petits gestes qui vont vers l'accomplissement de cette vision. C'est un peu ça la chaîne finalement. Alors, si vous me lancez sur le Père Sérac, on va passer 1 heure ensemble. Cet homme absolument fabuleux. C'est plus qu'un maître à penser. Au secours des enfants en Inde, pas uniquement en Inde. Surtout le discours. Voilà, c'est vrai qu'il m'a toujours dit, Alain, de grandes visions et de petits gestes. J'adore cette phrase, c'est quand même... Pour un chirurgien cardiaque comme vous, c'est très parlant en même temps. Oui, vous qui êtes dans le fer, vous êtes beaucoup dans le fer. Oui, dans le fer, oui. Et autre phrase du Père Sérac, tu es plus que ce que tu fais. Ça, c'est très fort, c'est la philosophie, bien sûr, asiatique. C'est-à-dire, la valeur symbolique du geste est plus importante que le geste. Voilà ce que ça veut dire. Sans omettre quand même la qualité du geste aussi. Il faut que le geste quand le soit geste bon. sauve un enfant. Non, il faut que le geste soit bon. Quand même. Non, mais une opération là-bas, dans ces pays de misère, à cœur ouvert, qui sauve un enfant, a plus de portée qu'en France. C'est comme ça. Vous dites, en France, on soigne, là-bas, on sauve. Voilà, et c'est exact, dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme. Sauver une vie, moi, je sais ce que ça veut dire. Alors vous êtes, on va le découvrir au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'émission, vous êtes un homme effectivement qui est beaucoup dans le fer, un homme d'action, toujours en mouvement, qui a du mal à se poser 2 minutes au même endroit. C'est pas d'aujourd'hui. C'est pas... Voilà, j'allais y venir. Depuis tout petit, donc, et ça vous le racontez dans un livre formidable qui est sorti il y a 4 ans qui s'appelle Comme un éléphant blanc. On expliquera le terme d'éléphant blanc juste après avoir évoqué votre enfance. Donc ça raconte votre vie, c'est sa vie, son œuvre. Hein. C'est un peu qui vous êtes, d'où vous venez. Et je voudrais qu'on parle justement de l'endroit d'où vous venez, de cette famille qui vous a élevé. C'est une famille, vous êtes né en 40 en pleine débâcle à Paris. Pleine débâcle, oui. Donc vous êtes né de manière un peu instable. Tout de suite, à 3 mois, vous étiez sur les routes. J'étais déjà chahuté. Déjà. Ah, c'est ça. Il y a un éclat d'obus qui vous a frôlé un jour, vous étiez dans votre berceau, on se demande comment vous en êtes réchappé. Voilà, il y avait déjà une sorte d'urgence, en tout cas, dès le départ. Voilà. Non, j'étais ce qu'on appelle un enfant agité. Voilà. Faut pas se mentir. Hyperactif, quoi. Maintenant, j'aime bien le terme, hyperactif. Difficile à gérer pour les parents. Hein. Voilà. Non, carrément insupportable. C'est l'agitation extrême. Et surtout, rêvant en même temps. C'est embêtant, un enfant qui rêve un peu et qui dit « je vais faire cela ». Et en fait, la réalité n'était pas aussi optimiste, car les résultats scolaires n'étaient pas au rendez-vous. Même pas du tout. Même pas du tout. Faut carrément. Donc, c'est vrai que pour des parents, c'est un peu difficile de voir l'enfant qui dit qu'il a plein de rêves, il va faire une grande carrière, il va faire ceci. Mais la réalité est autre. La réalité, c'est qu'il s'éclate au scout, il s'éclate dans le sport. Ça, c'était le scout. Grande carrière de scoutisme. C'était vraiment... c'était du rêve. Au fond, vous voyez, rien ne change. C'est toujours l'idéal. C'est un engagement, un idéal. C'est un bon moyen d'être formé. Alors, est arrivé un personnage très important dans ma famille. C'est-à-dire que surtout au moment de l'adolescence, c'est à ce moment il y a crise. Parce que les parents rappellent la loi. Bon. C'est ma grand-mère. Oui. C'est-à-dire que ma grand-mère, elle est née mono, c'est-à-dire le berceau du protestantisme, et elle croyait en moi. C'est-à-dire qu'elle essayait de démontrer à mes parents, vous verrez. Alors, Alain vous étonnera. Alain vous étonnera. Voilà. Ça, c'était sa grande phrase. Alain vous étonnera. Alors, tout le monde était stupéfait. Non, oui. Et elle était calme. Voilà, et elle avait surtout une grande pédagogie pour les enfants un peu instables, pour un petit cheval fou, quoi, de lui rappeler les bases. J'allais avec elle à Notre-Dame, je me souviens très bien, jeune, écouter les orgues, la perfection de la musique de Bach, puis ensuite on allait au Louvre, tout le travail, ces messages étaient très subtils. Très subtil, c'est-à-dire qu'elle injectait les notions de travail, qu'on ne peut rien sans le travail. D'abnégation, d'effort. C'était beaucoup. Donc, mais c'était très bien fait à la réflexion. Parce que si on commençait, comme on était rebelle, si le discours était mauvais, je n'écoutais pas. Bien sûr. Alors, quand vous lui avez dit que vous aviez a priori cette vocation d'être chirurgien, c'était quand même hautement improbable que vous y arriviez, quand on sait les études que c'est et d'où vous partiez. Et elle, un petit peu inquiète, mais quand même, vas-y mon garçon. Parce que ses 2 frères étaient chirurgiens quand même. Voilà, il y a quand même une famille de chirurgiens. Voilà. Mais a priori, c'est pas vous qu'on aurait vu là-dedans. Voilà. Mais elle me dit, non, ce sera son destin.
Alors, il y a autre chose avec votre grand-mère, c'est que c'est elle qui vous a parlé d'Albert Schweitzer, Albert Schweitzer, alors là, il pasteur, était dans mon berceau. musicologue, qui a commencé sa médecine à 40 Il y a ans, tout dans Schweitzer. prix Nobel. C'était quand même le Gabon. grand pionnier de la médecine humanitaire, Bien quelque sûr. part. Mais c'est elle qui m'a fait découvrir avec ses mots la perfection de cet homme, au fond, qui mettait il rêvait sa vie. Elle a joué sur votre idéalisme aussi. Bien sûr, bien sûr. Ah ben, je veux dire, quand même. Alors maintenant, on connaît moins, mais à C'est notre vrai, époque... c'est vrai ce que vous dites. C'est à quand même un notre prix époque, Nobel et c'était on quand connaît même un beaucoup grand prix moins Nobel de la paix, mais il y a l'emparrainé. pas seulement cela, sauf Bernard Kouchner, qui rappelle toujours l'image d'Albert Schweitzer. Alors, on en parlera. Votre grand-mère, Schweitzer, Kouchner, ça c'est une sorte de trilogie. On en parlera un peu plus tard. Plus le père Sérac. Plus le père Sérac, bien sûr, de ces fameux éléphants blancs. Ah, comme ce vous sont les- des éléphants blancs. Mais je voudrais qu'on revienne à votre famille parce que vous êtes né quand même dans un contexte très particulier. Je vais vous lire ces trois lignes. Une famille protestante, vous nous l'avez déjà signifié. Calviniste. J'allais dire en plus, mais lorsqu'on est protestant, on le reste pour toujours jusqu'au tréfonds de l'âme. C'est-à-dire que l'on se sent coupable. Coupable de tout, peut-être même d'exister. La vie ne consiste qu'en un long parcours destiné à racheter ses fautes, et les fautes s'accumulent car chez nous, il n'y a pas de confession, cette grande lessive qui permet de remettre les compteurs à zéro. Voilà, il y en a comme ça quelques lignes qui nous expliquent cette famille un peu austère, où il manque d'un petit supplément d'âme. Hein. Maman aime ses 4 garçons, c'est pas le problème, Ah, mais pas le problème, non. tout est comme il faut, il n'y Oui, a pas un comme il cheveu faut. qui Non, dépasse. rien. Il manque un peu de fantaisie, Oui. en tout cas pour vous. En tout cas pour moi, Il y a oui. un peu de J'ai beaucoup supplément souffert de ça. C'est-à-dire que... Et c'est là où, en effet, je reviens à ma grand-mère qui était très fantasque, qui était finalement très romantique et qui remettait surtout ce que j'aimais bien et qui est plutôt de la tradition protestante, c'est de remettre en question. Oui, bah Il faut le remettre en questionnement. question. Alors, il y a la culpabilité et puis il y a la remise en question. Ça, ce sont des libertaires. Elle avait un protestantisme peut-être plus délié aussi, Plus un délié. rapport à Dieu plus naturel. Oui, oui, tout à fait. C'était- Aucun doute là-dessus. Ok. Aucun doute là-dessus. Il vous en est resté quoi malgré toute cette éducation que vous jugez, vous, un peu rigide, un peu austère, sévère, Grand débat. qui n'est toujours pas résolue alors Je suis plus reconnaissant à cette éducation que critique maintenant à distance. Pourquoi vous y êtes Parce Qu'est-ce qu'à qui distance, on se rend compte que quand même cette rigueur, pour la vie, c'est bien. C'est finalement à distance, je ne regrette pas. En effet, un petit supplément d'âme aurait fait du bien. aurait pu accélérer Aurait l'épanouissement pu- du jeune homme, Voilà, peut-être. voilà, une certaine joie de vivre. Alors que c'était assez contraint. Il y a votre éducation protestante, il y a la rencontre de personnages religieux catholiques. Je pense au père Boulogne, déjà, qui a été un des oui. premiers greffés du Greffé cœur, du cœur, qui était un oui. dominicain Dominicain, avec une bien certaine sûr. faconde, Oui. qui a déjà, c'est le premier personnage religieux qui vous a remis peut-être en contact avec votre Non, mais avant, il y votre avait foi. tous les pasteurs. C'est-à-dire que vous Ah, bah, savez bien que sûr. j'étais sous l'influence des pasteurs très engagés socialement, d'ailleurs. Mhm. Et je me souviens quand j'étais entré un soir triomphalement dans le salon de mes parents, parce qu'on allait dans le salon des parents, pour leur dire que désormais ma décision était prise, que je serais pasteur ouvrier. pan. Pan. Et là, Alors là, c'était pas l'enthousiasme. C'était pas l'enthousiasme. Mais c'est vrai, c'est ça. Donc, pasteur ouvrier, ça me paraissait évident. Évident. Il fallait être pasteur ouvrier, c'est travailler à l'usine et être pasteur, pas être pasteur en prêcher. Non, non, non. Et alors Prêtre ouvrier. et pourquoi non? Ça n'a pas été non. C'est-à-dire, Et pourquoi tu vous as l'avez pas raison, fait, je Alain. veux dire. Ah bah, pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que la vie, voilà. Peut-être que ma grand-mère a senti plus une voie du côté de la chirurgie ou de la médecine. Probablement. Et je ne regrette pas non plus. Et donc la rencontre avec le père Boulogne qui arrive bien des années après cela, Oui, bien évidemment. Non, c'était très curieux parce que c'était quasi le premier greffé transplanté du cœur en France et en Europe. Et le fait qu'il soit dominicain donnait une importance à l'affaire, si je puis Quoi, dire. comme si sa vie était plus précieuse ou... Dieu m'amène à vous. Voilà Ah oui. ce qu'il disait. Bon, c'est pas tous les jours que quelqu'un vous dise Dieu m'amène à vous. Et en plus que c'était un bénédictin, donc qui était Un dominicain. dominicain. Oui. Et tout le service venait le voir en plus. Tout le monde venait lui parler. voilà, alors quand on stérilisait son micelle, il disait et il est déjà pur comme cela, pourquoi voulez-vous le stériliser? Enfin, c'était très, très, en plus, plein d'humour, mais surtout son poids moral. Il y a une chose qui me préoccupe pour vous, c'est qu'il faille une mort
pour prolonger une vie. C'est lui qui a commencé à vous parler un peu d'éthique, de Oui, bien déontologie, sûr. de vous Surtout pour les alerter donneurs sur ça, et bien dont sûr. l'organe. Donc il dit ça me gêne pour vous, parce que c'est dur à supporter. Et il avait raison, et il a toujours raison. Il faut une mort pour une vie. C'est quand même très spécial, c'est vrai, sur le plan de la réflexion, de la philosophie. Mais bon, oui. Mais d'autre part, il parlait beaucoup du don d'organes déjà. C'était un des premiers à dire le don d'organes. Alors après, malheureusement, il a survécu quelque temps à cette opération, mais ce n'était pas encore les opérations d'aujourd'hui. Donc 18 mois. c'est pas mal, jusqu'à ce qu'il s'effondre dans Ouais, un un dîner. Ça a été une deuxième rencontre aussi, cette fois-ci avec le Très père important, Sérac. oui. Alors le père Sérac, qui est Alors là, toujours ça un a de vos duré amis. presque une vie, ça dure toujours. C'est la rencontre d'une vie. Pas tout Je veux à bien fait. croire que rencontrer le père Sérac, ça doit être quelque chose quand même. Quand on voit cet homme C'est une rencontre. plein C'est d'humanité, ce qu'on appelle une rencontre. un peu décharné et pas très... Et on se dit, il se consume d'amour, cet homme-là. Le plus important, c'est qu'il amène dans sa personne 40 ans d'Inde, à cette époque-là, 45 ans, quand même, il est en Une Inde. fine connaissance de l'Inde, en tout cas, oui, bien non, sûr. mais c'est-à-dire de toute une philosophie de l'Inde et de la chrétienté. C'est le mélange unique pour moi. Unique. Et donc, il peut vous expliquer pourquoi, ou ce que la définition de la charité chrétienne qui a permis de faire, etc. Mais il disait, excusez-moi de la parenthèse philosophique, pour moi le cancre, il dit quelque chose de très important, le père Sérac. Donc, je répète, il dit, il y a deux civilisations. Ici, vous avez l'avoir et le faire. C'est l'Occident. C'est on fait. C'est la médecine moderne. Mais là, pour les 2 tiers de la planète, il y a l'être et l'amour. Et c'est le mélange des deux qui est explosif. C'est-à-dire, avoir et faire. C'est mon utile. geste chirurgical Il faut. prend toute sa Bien sûr. signification si on le met dans la philosophie de l'être et de l'amour. Et ça c'est le père Sérac qui m'a appris ça. Et ça, c'est très réconfortant. Mais quand vous avez découvert ça, est-ce que vous étiez quelqu'un, vous aviez de l'ambition comme chirurgien, il fallait obtenir l'agrégation, qui est une agrégation de médecine qui se décrète, il n'y a pas de concours. Devenir professeur, c'était important d'avoir ce qu'on appelle la carte de visite, le statut. Bien sûr, Donc vous étiez beaucoup dans J'ai l'aide. fait le concours, Voilà. dans le faire. Et puis d'un seul coup, vous étiez beaucoup dans le faire, pardon, et d'un seul coup, vous vous dites, tiens, il faudrait que je sois. Un peu que je sois moi, J'ai finalement. pensé C'est que deviens c'était ce pas que tu es. suffisant, oui, deviens ce que tu es. C'est le fameux Voilà. deviens ce que tu es. Deviens ce que tu es. Voilà. À quoi le père Sérac rajoute une phrase de Gandhi qu'il a bien connue. Oui. Tout est difficile, mais Cela peut être fait. ça doit être une phrase qui vous parle, parce que vous avez soulevé bah des oui. montagnes quand même. Construire des hôpitaux à Phnom Penh, à Ho Chi Minh Ville, c'est pas rien quand même. Oui, ce sont les montagnes. Et la chose essentielle, c'est la volonté, si ce n'est la ténacité. La volonté de faire, volonté inébranlable. C'est ce qui transparaît chez le père Sérac dans ses actions. Quand il dit « je m'occupe de 30 000 orphelins », voilà. Il y a eu 30 000 orphelins. C'est vrai, ce qui est vrai. Le chiffre est tellement énorme qu'on ne se rend même plus compte. Mais quoi. c'est vrai, c'est réel. Donc c'est la volonté de faire. Et puis des acteurs locaux qu'on rencontre, là, on vient de voir passer une photo avec le professeur Trung, ou comment on dit Trong, Trong. oui, bien sûr. Ça, c'est une rencontre aussi. Donc voilà, il y a des rencontres avec des locaux qui vont débloquer des dossiers aussi. Mais c'est-à-dire, c'est faire avec. On ne fait pas seul. Toute la richesse, c'est de faire avec l'autre. L'autre du bout du monde, qui devient très proche. Car Trong devient très proche. Un de mes amis très très proche. Il m'a fait découvrir l'Asie. Il m'a fait découvrir qu'en Asie, tout ce qui est important n'est jamais dit. C'est quand même un peu difficile. C'est tout Quand le vous langage avez un jeune interne, infraverbal, alors. Ce qu'on appelle le langage l'infraverbal infraverbal. est plus ouais. important que le reste. On ne dit jamais. Et comme quoi, par exemple, le non est impoli. Ce qui est très difficile dans l'enseignement en médecine. As-tu compris ? Oui, parce qu'on ne peut pas dire non. C'est impoli, c'est injurieux, surtout si c'est un professeur. On peut pas Alors que dire. le jeune interne cambodgien n'a peut-être pas bien compris la manip. Mais en cambodgien, il n'y a pas de non. D'accord. Ah, Il comme n'y ça. a pas. Il y a- Donc, c'est pas de non. Donc, j'ai pris du temps pour essayer de dire, changer un peu la phrase, pour éviter, pour vérifier qu'un jeune médecin a bien compris, plutôt qu'il me dise oui par politesse, il faudrait être mieux, mais j'aimerais encore revoir. Moi, j'ai compris.
Qu'est-ce qu'un éléphant blanc? Je vous ai demandé d'apporter un objet. Il est là. Vous avez apporté un super... Prenez-le dans vos mains. Montrez-nous cet éléphant blanc, professeur blanc. Deloche. Ça, c'est essentiel. Ça, il est magnifique. Il est magnifique, c'est ça. Alors, l'éléphant blanc, en dehors du fait que c'est une espèce rare, existante, et c'est toute l'Asie bouddhiste. C'est là. Alors, l'éléphant blanc aux États-Unis, vous savez que c'est... White elephant. C'est C'est épouvantable. pas très positif, ça. Non, ça, c'est épouvantable. Donc, mettons de côté. White elephant, c'est plutôt... non, c'est épouvantable. On est dans l'insuccès, on est dans oui, l'échec total. L'échec total. Et répétitif. Voilà. Et répétitif. Donc vous, c'est le côté français qui vous intéresse et bouddhiste. Non, dans l'Asie bouddhiste, l'éléphant blanc, d'abord, il faut savoir qu'il y a dans la religion une place pour l'éléphant blanc. C'est un symbole de paix, de prospérité et d'espoir. Alors, par exemple, lorsqu'on construit un hôpital, et ce que j'ai vécu en direct au Cambodge, le dernier geste, c'est de sceller à l'entrée de l'hôpital 2 éléphants blancs qui écartent le mal. D'accord. Alors, le choc de ma vie, c'est le roi Sihanouk, très proche du père Sérac, qui m'a décoré de l'ordre de l'éléphant blanc. Alors là, je me suis dit, tout est accompli. Tout est accompli. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Alors, c'est vrai que l'éléphant blanc, ça veut dire quoi? Il n'est pas gris. Il se démarque du troupeau, on va dire. Après, on peut faire du cyrulnicte, on peut faire de la psychiatrie, de la psychanalyse. C'est-à-dire qu'il est différent. Il prend d'autres voies. Donc, vous voyez, on peut toujours faire une prolongation occidentale à l'éléphant blanc. Et c'est là où je dis que Bernard Kouchner, le père Sérac, Alain Carpentier, qui m'ont beaucoup dirigé dans la vie, sont quelque part des éléphants blancs. C'est-à-dire qu'ils ont pris des chemins autres. Et ce qui est très important en médecine pour certaines découvertes, il faut prendre des chemins autres. Quand Bernard Kouchner a créé Médecins sans frontières, c'était un autre chemin que le chemin standard. Donc on peut développer aussi ce thème, mais je respecte l'éléphant blanc. Êtes-vous Comme il est respecté. Alors je ne peux pas dire que je suis un éléphant blanc. Est-ce que vous êtes un éléphant blanc? Comme un éléphant blanc. D'où le titre du livre. Il faut être très strict là-dessus. Comme un éléphant blanc. C'est encore un idéal. À atteindre. Mais il faut atteindre le niveau de l'éléphant blanc. Peut-être déjà éléphant blanc pour d'autres jeunes que vous avez pu former en chirurgie cardiaque notamment ou entraîner dans une aventure humanitaire. Je l'espère. Alors justement, la chirurgie, parlons-en. Vous dites qu'on entre en chirurgie comme on entre en religion, par conviction et vocation. On mène une vie de moine qui vous a d'ailleurs coûté votre couple. Ouais. La chirurgie réclame tout. Alors, et surtout à l'époque peut-être, parce que la chirurgie cardiaque était quasiment inexistante. Non, il n'y avait pas de RTT à cette époque-là. Mais la chirurgie cardiaque était encore balbutiante quand vous êtes arrivé. C'était le début de la chirurgie cardiaque. Non, c'était une vie absolument... une aventure. C'était pas une vie, c'était une aventure. Très prenante, parce qu'à cette époque-là, rendez-vous compte qu'une opération cardiaque durait entre 6 à 9 heures, plutôt proche de 9 heures. Donc ça prenait la journée. Souvent, il y avait des complications la nuit. Il fallait revenir le soir pour opérer la nuit et recommencer le lendemain matin. Vie familiale, zéro. Ben, ça devient assez incompatible. Enfin, même si on essaie de faire tous les efforts que l'on veut, c'est de vivre avec quelqu'un qui est invivable. On ne peut pas vivre. Et d'ailleurs, le seul regret, c'était de ne pas obéir aux préceptes de mes patrons de cette époque qui disaient... mon cher Deloche, on ne se marie pas avant 40 ans. Mais vous êtes marié jeune, vous avez eu des enfants rapidement en plus. 22 ans. Oui. Alors là, j'étais pas dans les préceptes des maîtres. Ah oui, mais bon, quand on aime... c'est comme ça. C'était comme ça, j'aimais ma femme, je veux dire, on part. Puis vos familles ont poussé un peu aussi. Oui, c'était des mariages protestants. Voilà. Aussi. Donc, discipline de fer, vous dites que la chirurgie est les indécis. Ah, il ne faut pas être... Non, il ne faut pas douter. C'est pas possible. Parce qu'en permanence, on doit décider. Dans une opération à cœur ouvert, il y a peut-être, c'est une opération où il y a 1000 gestes et peut-être 500 décisions importantes. Et si on prend une mauvaise décision, il faut pouvoir revenir sur le droit chemin. Avec la pression du fait d'avoir la vie de quelqu'un entre ses mains. C'est ça qui est épouvantable dans le métier de chirurgien. Enfin, épouvantable pour celui qui n'assume pas. On apprend à gérer cette pression? Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, avec l'expérience. Mais néanmoins, malheur aux indécis. J'ai déjà écarté de la carrière certains jeunes en disant non, il ne faut pas être trop affectif. C'est vrai qu'on reconnaît une certaine froideur aux chirurgiens, mais il se le doit.
doit être froid par rapport à l'événement. Et est-ce que la chirurgie, vous considérez que ça vous a aidé à canaliser? Vous disiez que vous étiez un enfant suractif et vous êtes toujours suractif. Est-ce que ça vous a aidé à canaliser une certaine suractivité, agressivité hyperactif, c'est un traitement comme parce un autre. C'est un peu radical quand même d'un seul coup. Oui. À la fin de l'opération, on est moins actif. Oui, on est surtout épuisé, j'imagine. Il y a une violence aussi de l'acte chirurgical. J'imagine que vous avez réfléchi là-dessus. C'est-à-dire, alors, il faudrait s'allonger alors. C'est de la psychanalyse, vous voulez dire? Ça pourrait être quelque part une sublimation du sadisme. C'est vrai que d'ouvrir un corps, c'est un acte d'une extrême violence. Alors, une fois qu'on a dit cela, ça ne va pas tellement plus loin, à mon avis. Mais enfin, ça demande quand même... C'est un acte agressif. Donc, il ne faut pas avoir peur de cela. Donc, c'est vrai, ça peut être une canalisation d'une certaine... Il n'y a pas de chirurgien faiblard. Non, c'est un acte... Il vous est déjà arrivé d'avoir peur, j'imagine, avant une opération? Peur, c'est pas le terme, c'est pire que ça. Ah bon? Oui, peur, on peut avoir peur d'un bruit, c'est de paniquer. De paniquer. Et on fait quoi? On appelle Saint-Damien au secours? Non, on rentre en soi-même et on ne le fait pas paraître aux autres. Surtout pas? Surtout pas. Et à ce moment-là, c'est tempête sous un crâne. Vous savez que vos gestes, etc., si vous commencez à paniquer et à le montrer, vous paniquez l'équipe. Donc au contraire, on rentre en soi-même et on se dit, voilà, je suis vraiment dans un gros problème. Saint-Damien, patron des chirurgiens, juste pour préciser. Oui, bien sûr. Parce qu'il a greffé, il avait pris une jambe sur un cadavre et puis au IIIe siècle, il l'a greffé sur quelqu'un d'autre. J'aime bien cette idée. C'est ça l'histoire. Vous savez, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait avant de vous rencontrer. J'ai voulu savoir à quoi ressemblait le serment d'Hippocrate. Pour voir un peu ce que vous disiez, vous les médecins, les chirurgiens, dans ce serment d'Hippocrate. Vous en avez, j'imagine, retenu les grandes lignes. Qu'est-ce qui vous a le plus interpellé dans ce serment? Enfin, après, il y a différents textes. Oui, c'est un texte remanié, voilà. Etc. Moi, je crois que c'est pas tant le secret. Oui. Ah oui, alors, il y a une chose sur le secret, effectivement. Oui, admis à l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront que ce qu'il s'y passe. Ne verront pas ce qu'il s'y passe, pardon. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés et mon État ne servira pas à corrompre les mœurs ni à favoriser le crime. Non, je crois que l'idée de soigner le pauvre comme le riche... Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent et n'exigerai jamais un salaire au-dessus de mon travail. Voilà. C'est celle-là, pour moi, ça, c'est le plus... Oui, et puis il y a l'enseignement, le respect des maîtres, etc. Mais... Ah oui, je donnerai à leurs enfants l'instruction que j'ai reçue de leur père. Comme un devoir. C'est du devoir, Hippocrate. Donc, c'est un serment aussi. C'est important, ce serment. Et c'est vrai que c'est tellement d'actualité, dans ma vie, que de soigner le démuni, qu'il soit en France ou ailleurs, que je suis qu'un disciple d'Hippocrate. En allant soigner un petit Africain à Brazzaville ou un petit Cambodgien à Phnom Penh, c'est dans la tradition hippocratique. Au fond, il avait dit c'était une obligation. Oui, parce que ça se termine de manière, alors je ne sais pas si c'est de cette manière que vous l'avez dit vous, que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses, que je sois couvert d'opprobre et méprisé de mes confrères si j'y manque. Je jure, je jure, je jure. Vous vous rendez compte? Mais c'est pas rien. Ben, j'ai fait ce serment devant lui, vous savez, dans le marbre. Devant son buste. Hippocrate, il fait peur, hein. Évidemment, pas de... Grand maître de la médecine. Pas de regret, j'imagine bien. Vous avez aussi expérimenté la médecine différemment, c'est qu'un jour, vous avez été l'opérer. Oui. Et vous vous êtes retrouvé avec une vésicule biliaire en moins, ce qui vous a beaucoup plu parce que les éléphants blancs n'en ont pas. Ben oui, j'ai su ça après. Donc, tout était inscrit, tout se tient, finalement. Hein. Tout se tient. Tout se tient. Mais de passer, vous, sous le scalpel, sur le lit d'hôpital, ça a changé votre vision de la chirurgie? Disons que j'ai compris peut-être mieux ce que c'était qu'une opération du côté de l'opéré. L'angoisse de l'opérer. Mais on ne peut pas imaginer ce qu'est l'angoisse d'un chirurgien avant une opération, parce que lui, il connaît tout. C'est même pas la peine d'avoir un dialogue avec le chirurgien, parce que je connais les ennuis. Les complications éventuelles. Surtout. Donc on peut partir d'une sorte de délire qui est, là, il va m'arriver ceci, cela, ceci. Même si on vous dit que c'est très rare, je sais que c'est très rare, mais je sais que ça arrive aussi. Donc, dans ces cas-là, il faut entrer en soi-même et ne devenir qu'un corps.
C'est-à-dire de se laisser aller. C'est de la sophrologie, ça, non? Je ne sais pas, oui, c'est important, parce que sinon, si on laisse partir son angoisse, c'est... Donc à ce moment, on ne pose aucune question et on se laisse faire. On fait confiance aux chirurgiens? Ah, confiance absolument, on ne me dit rien. Comme les centaines d'enfants qui vous ont fait confiance Oui, à vous. bien sûr, absolu. Oui, je fais confiance. À ce moment, et d'autant plus que je connais les risques. Mais je sais aussi ce que c'est que la confiance. Et ne pas gêner le chirurgien qui va vous opérer. Le gêner, effectivement. Oui, parce que là, c'était quelqu'un que vous connaissiez en plus. C'est un très très proche. Oui. Donc en plus, donc, je n'ai rien dit, il ne m'a rien dit. Voilà. Et puis finalement, ça s'est très bien passé. Oui, et vous avez repris vos activités. Je voudrais revenir 2 secondes sur le serment d'Hippocrate. Pourquoi vous dites que c'est... vous le comparez au sermon sur la montagne de Jésus en disant c'est aussi beau que le sermon sur la montagne? C'est vrai. C'est vrai. Heureux, qu'est-ce qu'il y a de comparable avec les béatitudes, le côté universel. C'est ça, c'est-à-dire personne. Si on retient qu'une chose, pour moi, c'est le sermon sur la montagne. Pour moi, universel. Qui peut discuter cela? Personne, aucune religion. Et qui peut discuter Hippocrate? Donc, je crois qu'à un moment, des textes, des phrases, des déclarations deviennent universelles. Et c'est rare. À ce point-là, c'est rare. C'est comme la médecine, finalement. Vous faites un métier qui est médecine, universel aussi. Comme la musique. Permet, voilà, comme la musique, traverser les frontières. C'est ça la beauté. Le cœur est partout le même, la maladie est partout la même, et le geste va être partout le même. Tiens, en parlant du cœur, ça me fait penser à une petite phrase qui m'a beaucoup fait rire. Vous dites rien que d'observer. Alors j'ai découvert ce qu'était la valve mitrale, qui est une sorte de petit cercle dans le cœur, si j'ai bien compris. Une petite valve, une petite soupape. D'entrée sur la gauche du cœur. Dites rien que ça peut faire croire en Dieu. Ah oui. Alors expliquez-nous pourquoi la valve mitrale. C'est ce que je décrivais. L'observation de la valve mitrale. Parce que c'est la perfection absolue. Non, je rajoutais pour les étudiants, comme la musique de Bach. C'est la valve mitrale et Bach font croire en Dieu. Parce que c'est tellement parfait. Avant de voir les détails anatomiques, vous savez qu'une valve mitrale, c'est deux valves qui se ferment des milliards de fois dans la vie. Et c'est pas un petit clapet comme ça. Non, c'est un créateur qui a mis 2 valves et qui sont amarrées sur des piliers dans le ventricule par 110 cordages, 108 chez la femme. Et nous, on aura l'explication un jour. 2 de plus. Voilà. Mais cette ouverture et cette fermeture, vous voyez qu'on arrive à la fugue. C'est-à-dire c'est permanent, quoi. Et on regarde cela, et on a essayé d'imiter. On n'est jamais arrivé. On peut remplacer une valve mitrale parce qu'une valve mécanique, une vulgaire soupape qui marche, bien sûr, ça marche. C'est moins beau que 2 voiles qui s'ouvrent et qui se ferment, quand même. Et donc, alors j'ai une petite préférence pour la valve mitrale. Et qui vous fait croire en Dieu, donc. Ah oui. Là, il n'y a pas de doute. Ah oui, il n'y a pas de doute pour moi. Alors parlons d'humanitaire, parce que vous avez déjà plusieurs fois prononcé le nom de Bernard Kouchner. Il y a 25 ans. Plus que ça. Plus que ça, et donc il y a 30 ans. Enfin, quand l'humanitaire a démarré, c'est pas une démarche qui était très bien comprise, surtout quand de jeunes médecins comme vous les êtes laissés un peu embarquer par Kouchner au départ, en sachant pas très bien où vous mettiez les pieds, et surtout en n'étant absolument pas compris ni de vos collègues ni de vos patrons, parce que la médecine humanitaire, tout simplement, ça n'existait pas beaucoup. Ça n'existait pas du tout. Voilà, c'était très nouveau. On était très méfiants. On a du mal à l'imaginer, nous, aujourd'hui, franchement. Vous êtes trop jeune. Oui, ça doit être ça. Non, mais on ne peut pas imaginer ce que c'était. Vous savez, c'est comme la naissance du SAMU. Oui. 68. Oui. Il y a eu 68 aussi. Et il y a eu 68 dans la médecine. Et la création de Médecins sans frontières, c'est 69-70. Vous voyez bien que c'est des courants de pensée. Vous y étiez d'ailleurs, hein, à l'abbaye de Royaumont, vous étiez 17. Bien sûr, le dimanche matin. Il y avait vous. Oui, j'étais là. Bernard, j'ai fait mes études de médecine avec Bernard Kouchner. Voilà un éléphant blanc. Alors expliquez-nous en quoi Bernard Kouchner est un éléphant blanc. Mais parce qu'il prend d'autres chemins. Alors que moi, j'étais éléphant gris et je faisais des concours tout de suite comme la voie royale, obligatoire. Lui me disait... Est-ce nécessaire de passer des concours? On peut faire autre chose dans la vie et partir. Et là, il me faisait peur. Un éléphant blanc vous fait peur. Mais il vous attire en même temps. En même temps, il attire, parce qu'il avait ce côté extraordinaire. Il l'emballait. Oui. Viens et suis-moi, Bernard. Donc, un dimanche matin, il m'a dit, viens et suis-moi, nous allons créer les Médecins sans frontières.
As-tu quelque chose contre? J'avais rien contre, je ne voyais pas très bien ce que ça voulait dire, en fait. Vous n'y avez pas beaucoup cru au départ. Pas du tout. Il y a doux rêveurs, on est 17 doux rêveurs. Non, et ça des va. pieds nickelés. Des pieds nickelés, voilà, c'est le mot que Pieds vous employez. nickelés, parce que c'est très joli, parce que j'étais très pragmatique. J'ai dit, d'accord, c'est très joli de déclarer, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai que le début était dur. Le début était dur. Le premier acte, c'est quand même un tremblement de terre au Salvador en 70, je crois, où nos équipes sont arrivées 4 jours après le tremblement de terre, alors que tout était réglé par l'armée américaine. Donc on est reparti. Un coup dans l'eau. Non, mais ça, c'était le début. Mais l'idée était bah oui, universelle. Disons que ça a pris son envol, surtout quand il y a eu le terme French Doctors qui est apparu. Bien sûr. C'était quoi, dans un journal américain, dans Oui, le oui, Washington dans le New Post, York je crois, Times. au New York Times. Oui. Et d'un seul coup, c'est là qu'on Oui, en a entendu Afghanistan, parler. là, c'était les faits de gloire, l'honneur du French Doctor. C'était quand même, c'est français. Hein. Quand même, Et vous en êtes fier. Et vous Ah êtes oui, fier d'avoir très, fait partie de cette très. aventure. Ah ben très, alors là. Alors pourquoi vous dites que vous n'êtes pas, à cette époque-là en tout cas, que vous n'êtes pas dans une démarche de charité totale? Quand vous discutez un peu, que vous réfléchissez sur l'engagement humanitaire, vous dites que ce n'est pas une démarche de charité totale. Médecins sans frontières n'était pas basé sur la charité. C'était basé presque sur le serment d'Hippocrate. Finalement, on en revient à ça. Sur l'action alors? Sur l'action, avant L'action. tout. Oui, il n'y a pas de frontières pour les malades. Plutôt que la charité, oui. Oui, oui. Non, non, c'était pas une acte charitable. Quoi qu'il y ait un courant, bien sûr, chrétien, qui était là pour dans l'engagement et tiers-mondiste, un courant tiers-mondiste. Non, je ne vois pas la charité. La charité, il faut se méfier de ce terme. Il faut se méfier de ce terme. Parce que C'est-à-dire, je donne, mais il faut rien en retour. Il faut rien en retour. Il ne faut pas exiger en retour. Alors c'est quoi être humanitaire? C'est aller vers l'autre. Pour moi, c'est... Et c'est dans la sensation, ce que je dis toujours aux plus jeunes, c'est l'étrange sensation d'être indispensable. C'est très étrange. On n'est pas indispensable à l'hôpital. Non, on dit que les cimetières sont interchangeable. remplis de gens... Non, mais à l'hôpital, vous voyez, dans notre indispensable. marche médicale. Mais quand vous êtes à Brazzaville, en train de faire une consultation et de décider du sort d'un enfant, si vous n'êtes pas là, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas de relais. Donc vous êtes indispensable. Pas vous personnellement, l'ensemble. Ça, c'est très étrange. C'est très étrange, j'ai l'impression. Ne pas perdre son humanité en faisant de l'humanitaire. Pourquoi y a-t-il un risque de perdre son humanité? Dans la technique. Là, le père Serac insistait beaucoup De là-dessus. se plonger trop dans la technique. Ne vous pour- réfugiez pas Voilà. dans la technique. Et là, il y a un piège absolu dans lequel beaucoup d'humanitaires sont tombés, moi peut-être le premier. C'est-à-dire qu'à un moment, on a un tel souci technique, logistique, qu'on oublie l'humain, élémentaire, qui peut être élémentaire. On oublie le petit geste, la distance par rapport à la victime. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de tomber dans le syndrome inverse, de vouloir sauver la planète entière, de se rendre compte qu'on n'a que deux D'accord, bras? Il y a bien quand même sûr. un taux de suicide important chez les Oui, humanitaires. énorme, énorme. Mais ça vient de la motivation, qui est par moments névrotique. L'échappatoire, la fuite. C'est-à-dire croire qu'on va Si on régler fuit ses ces problèmes c'est ça? en allant dans les drames de la planète, vous retrouvez en ouvrant vos valises vos problèmes qui sont encore plus lourds. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, si en plus on se laisse pénétrer par le malheur, c'est l'implosion, donc le suicide. Ah oui, c'est Alors fréquent. qu'est-ce qui vous aide, vous? Qu'est-ce qui vous Mais a c'est-à-dire, je aidé? n'ai plus du tout de remise en question. C'est très important. C'est À comme, partir de quel moment ça s'est joué, cette bascule, où d'un seul coup vous étiez vraiment là où vous deviez être, au moment où vous deviez l'être? surtout, je dirais déjà en mer de Chine. Sur les boat people. Les boat people, là, vous Avec avez tout de Kouchner. suite. Oui, il n'y a pas de discussion sur la nécessité d'être là. Il faut qu'on rappelle 2 secondes ce que c'était. Oui, les boat people, c'est milliers de Vietnamiens qui ont fui le Vietnam en utilisant des bateaux. C'est un exode maritime le plus important de l'histoire, et c'était aussi un cimetière marin. Et donc, c'était une des premières actions humanitaires qui a compté dans ma vie. Vraiment compté, où j'ai vu le drame, j'ai confronté au drame. Alors, maintenant, j'ai une foi inébranlable dans cet acte
et je ne le discute pas. Ce que je discute, c'est de savoir comment être plus efficace, comment faire plus, comment. Je suis pas en train de me dire, à quoi ça sert? Quand vous étiez sur l'île de Lumière, ce bateau que grosso modo Kouchner avait affrété Oui, avec des oui. médecins, puis vous alliez L'île de de nuit à la Lumière. rencontre des boat people pour essayer d'en sauver le maximum. Épouvantable. Mais c'est à ce moment-là que votre vie a basculé? Je crois Oui. que je peux dire ça, c'est qu'à ce moment-là, c'est une vraie bascule. C'est une vraie bascule, c'est-à-dire que j'ai compris qu'il peut y avoir une dimension de sa vie supérieure, vous vous rendez compte, supérieure à celle que je vivais à l'hôpital. Une autre C'était médecine. déjà une autre démarche, oui. Et en fait, rapidement complémentaire. Vous dites... On parle trop là, non? Non, ça, pourquoi? ça va, non? Non, c'est Parce qu'avec passionnant. le père Sérac, quelquefois, on ne parle pas. Ce que j'aime bien avec le père Sérac, c'est tout à coup, il est dans le silence. Oui, silence qui est plus important que la parole. Mais il a totalement raison. Il se tait, il réfléchit. C'est pas pour... Et puis on reparle. Mais ça, c'est la vraie important vie. de laisser passer le silence. On n'est pas dans la vraie vie, là, on est dans une émission de télévision, Bon, on essaye de comprimer, de faire pas de tenir silence. 52 minutes de Deloche, alors pas qu'il y de aurait silence. une série d'émissions à faire. Il faudrait faire une émission de silence. Ce serait drôle. On inviterait le père Sérac. Non, mais c'est vrai, vous avez raison. Et c'est vrai, il est comme ça. Hein. Tout à coup, il est en réflexion et vous ne voulez pas le déranger. C'est ça que c'est important. C'est-à-dire qu'on n'interrompt pas son silence. Donc je sens qu'il réfléchit et tout à coup... Et après, alors... Après, c'est quelque chose. Vous dites, Carpentier, le professeur Carpentier, donc m'a appris à faire de la chirurgie cardiaque. Kouchner m'a appris à voir différemment. Sérac m'a appris à penser. Et alors, Camus, là, que je vois sur la table, Camus. Albert Camus, vous a appris quoi? C'est pas Camus. Camus en soi, si, sa philosophie est très profonde, parce que nous, médecins, on est vite confrontés à l'absurde. L'absurde, quel qu'il soit. Des situations un enfant, ubuesques. pas ubu, l'absurde. Ça veut dire quoi? Un enfant qui a une leucémie, un enfant qui est victime d'une maladie de cœur. Vous voyez, c'est une situation, quelque part, c'est au bout du compte, absurde. Enfin, quelque part, au sens absurde, au sens large. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, toute sa réflexion, c'est de savoir que faire. C'est-à-dire de constater, que nous constatons tous les deux, nous allons à Brazzaville ou à Dakar, et on va voir une centaine d'enfants condamnés. C'est absurde. C'est d'autant plus absurde que j'ai les moyens pour les sauver. Et si je ne les applique pas, vous voyez, on va dans une démarche complètement absurde. Je peux les laisser à leur sort, c'est absurde. Je vais vouloir tous les sauver, c'est quelque part aussi un peu absurde. Donc, à partir de là, il y a une philosophie de l'action. Et c'est là où Camus est un précurseur de la médecine humanitaire. Donc, bien sûr, au centre de tout, la peste. C'est-à-dire, je m'identifie très rapidement, et je ne suis pas le seul, au docteur Rieux de la peste. Il ne fait pas de philosophie, il fait. Il fait. Il dit il faut sauver les corps. Voilà. Vous vous rendez compte? Ah, vous voulez bien nous lire un... Oh, bah, je veux bien, un oui, petit je prends mes extrait. lunettes parce que c'est... Vous avez eu la Pour gentillesse de lire vous amener... Camus. Il faut au moins ses lunettes. Ah, faut les lunettes. Bon, il n'y a pas de nous, le religieux, quand même, qui est là. Pas de nous, s'assit près de Rieux. Il avait l'air ému. Oui, dit-il, oui, vous aussi, vous travaillez pour le salut de l'homme. Formidable, le salut de l'homme. Rieux essayait de sourire. Le salut de l'homme est un trop grand mot pour moi. Je ne vais pas si loin. C'est sa santé qui m'intéresse, sa santé d'abord. Bon, voilà, tout est dit. Vous, Tout est dit, médecin du salut, corps, bah, moi je m'occupe de la Sérac, santé. médecin des âmes. Oui, bah, voilà. Oui. Mais on ne peut pas faire cette... Vous savez très bien qu'on ne peut pas séparer ça comme ça, malgré tout. Non, Vous l'avez dit comme vous-même, ça. on ne s'enfonce pas dans la Non, mais technicité. vous me demandez, Oui. là où Camus a une certaine importance et toujours d'actualité, c'est dans cette démarche, et que c'est vrai que la peste, il y a une peste à Haïti en ce moment. Voilà, et que fait le médecin? Mais d'abord, il fait. D'abord, il soigne. Et les choses prennent après une autre résonance. Non, c'est d'actualité toujours. La chaîne de l'espoir est par exemple présente en Haïti pour cet bien sûr, événement-là. bien sûr, Ouais. bien sûr. Ça s'est On a une caractérisé comment, concrétisé comment? C'est nous, on a une bonne étoile par moment.
si on peut dire. Donc, c'est vrai que le jour du tremblement de terre, un chirurgien de Toulouse, d'origine haïtienne, m'a appelé en me disant, Monsieur Deloche, je tiens à vous dire que ma tante a une clinique qui est intacte, qui est proche du centre de Pointe-à-Pitre. C'était une clinique de chirurgie esthétique. Ah. Les D'accord. 2 blocs opératoires sont intacts. Ouais. Je vous donne cet hôpital pour vous, pour vos équipes. C'est fantastique. Hein. Et je pars avec vous. Ouais. Et il est parti. Donc on a opéré 2000 blessés dans une clinique de chirurgie esthétique. C'est ça, on l'a fait. Tu es plus que ce que tu fais. Hein, faut oublier ça. C'est une belle histoire en tout cas, une histoire vraie en C'est plus. vrai, parce que je ne peux pas l'inventer. Ça, on ne peut pas l'inventer. Alors, à côté de la chirurgie, à côté de l'humanitaire, il y a vos autres passions, notamment, alors il y a la passion des pays, bien sûr, la passion de l'Afrique, la passion du Cambodge, du Vietnam, mais je pensais aussi à la passion du foot. Et du sport. Et du sport, qui est resté hein, depuis l'enfance. C'est dans les stades que je me sens innocent. Camus. Recamus. Coucou, le Camus. revoilà. C'est dans les stades que je me sens innocent. Et vous aussi? Oui. Pourquoi? Je me sens un gamin. Parce qu'emporté par le jeu? Un gamin. En tout cas, pour moi, je suis transporté. Alors, il y a tout. Il y a la communion humaine et la beauté du sport et du geste. Et là, on se rapproche de la beauté en général. Et Alors, la j'aime beauté pas les du mauvais matchs. Du geste chirurgical aussi. Du geste chirurgical. Mais j'aime tous les sports. Mais ça veut dire quoi? C'est que c'est le seul moment, grosso modo, où vous lâchez prise dans votre vie? Ah oui, là, je peux lâcher prise. Et faire moi-même du sport, c'est une très grande source de détente. Donc, je ne suis pas musicien, je ne suis pas artiste, oui, j'ai pas dans la vie, je ne peux pas sculpter, mais là, le sport, pour moi, c'est une très grande leçon de vie. On est toujours à la transcendance du geste chirurgical, Ah transcendance du sport. Ah on oui. a parlé de la transcendance, bien sûr, liée à la sûr. spiritualité. Bien sûr. Et puis, surtout, il y a derrière le sport, enfin, une magie par moment où il y a communion humaine. Quand même, un match de foot où des milliards de téléspectateurs regardent la même chose, c'est quand même un fait d'époque. Moi, je trouve ça hallucinant. Ça vous repose un peu de tout le reste. Oui. Parce qu'on n'a pas l'impression que vous ayez une vie très... Enfin, je pense surtout ce qui se passe dans sous le cerveau, comme on disait tout à l'heure, sous la tête, dans la tête, que c'est pas très reposant. Vous êtes toujours en alerte, toujours en. Non, mais je suis pas quelqu'un de veille, repos. Toujours, voilà. C'est un principe de base, il faut être au courant. Oui, les vacances, À quoi ça il sert faut y aller, quoi. Il faut se reposer. Je suis d'accord, mais je suis pas quelqu'un. C'est comme ça. Il faut le savoir. D'ailleurs, je suis pas. Je suis toujours en mouvement. Comment vos enfants ont grandi? C'est 2 filles, hein, Ouais. je crois. Comment vous leur avez expliqué, maintenant qu'elles sont en âge de comprendre, votre, entre guillemets, votre abandon de poste familial pour d'autres enfants? C'est pas un abandon. Bien sûr que non, mais est-ce qu'elles ne l'ont pas vécu comme ça aussi? C'était vécu sûrement un peu comme ça. Voilà. Mais c'est pas quelque chose qu'ils ont plus. Curieusement, les enfants ne se trompent jamais, vous le savez. Non, C'était pas c'est ça pas. le reproche. Ils en voulaient beaucoup plus à l'hôpital qui m'appelait tous les soirs que d'aller en mer de Chine sauver des enfants. Vous voyez, pour eux, il y avait une logique à aller sauver un enfant au bout du monde. Mais être appelé tous les soirs à Paris, ils trouvaient ça, je crois, plus pesant. C'est le métier dont l'enfant souffre, les contraintes du métier. Et aujourd'hui, elles sont allées en médecine, ces filles-là? Il y en a une, C'est mais pas pas en vrai. chirurgie, Faut pas exagérer quand même. Non. Mais quand même, il y en a une qui est en chirurgie. et en psychiatrie. D'accord, donc c'est que ça ne vous a pas... Vous voyez que ça... Non, mais quelque part, c'était aussi un modèle, un père modèle, en disant aller vers la médecine. Mais alors que je ne poussais pas. Non, pas pousser. Et quand on a une action aussi fantastique, parce que vous n'êtes pas aveugle, vous voyez bien ce que vous avez fait, pas tout seul, évidemment, Ouais, bien mais sûr. on doit être assez, et à juste titre d'ailleurs, assez satisfait de soi quand même. Alors comment on Qu'est-ce fait que pour... vous disiez là? Un protestant, vous vous rendez compte? Vous ne vous rendez pas compte, là, c'est épouvantable. Mais comment vous Surtout faites... pas dire ça, on coupe. Non, on coupe pas. Comment vous dealez avec ça, justement? Oh, Vous, le protestant d'origine. Vous diriez ça au père Sérac, il éclate de rire. C'est vrai? Il éclate de rire. Il n'y a pas de réponse à ça. Comment peut-on être satisfait? C'est pas possible, ça. On regarde plutôt tout ce qu'on n'a pas fait, alors. Ah oui, bien sûr, pas satisfait. Je comprends même pas la question. D'accord. Voilà, carrément, quoi.
Alors par contre, on peut discuter ensemble comment faire plus. Ah ben allons-y, mais comment Voilà, faire plus? Voilà, faire plus, c'est... Et comment on fait plus alors? Ah ben je sais maintenant. Ah ben C'est Internet. dites-le nous. C'est-à-dire? Ah, c'est ça l'avenir du monde pour nous. Ça va se passer C'est-à-dire là, comment? je pars ce soir en Italie. Oui. Nous créons le réseau européen. C'est des réseaux qui s'allument partout, y compris en Chine, y compris en Inde, y compris en Afrique. C'est-à-dire que l'Internet, en médecine, ça va être révolutionnaire, surtout dans notre pratique à nous. C'est quoi? Genre, il y a un médecin qui opère à Non. Phnom Penh, il dit j'ai un problème avec ça, il l'envoie par Internet et le médecin du Par Togo exemple, lui répond. C'est l'idée du réseau. D'accord. C'est l'idée du réseau. C'est-à-dire, ça sert à rien de créer des petites structures isolées. Il faut réunir le tout. Et en médecine, et pour bien démultiplier les choses. Alors, bien sûr, maintenant, nos équipes sont complètement internationales déjà. C'est-à-dire, vous savez, quand un hôpital à Kaboul. Oui, bah, le fameux hôpital pour Oui. enfants Muriel Robin, Oui, c'est ça. Marine Jacquemin, oui. Oui, c'est ça. Enfin, là-bas, il y a des Allemands, des Espagnols, des Français, des Iraniens, puis des Afghans. C'est l'ONU. C'est formidable, ça. Et donc là, on accentue cela de plus en plus. C'est-à-dire que je crois que le réseau, d'ailleurs, on est en train de le créer, quand je vous le dis, on est en train de le créer. Et ça va révolutionner. Ça va bouger le monde. Ça va changer le monde. Ça, c'est sûr. En tout cas, Dans tous les domaines. comme pour tout, vous en êtes persuadé. C'est Ah cette oui. force de conviction qui a fait votre force. Oui, ça, c'est vrai. À vous. Moi, ce que je vous propose pour les 30 dernières secondes qui restent, professeur Déjà Deloche, ben oui, ça passe On trop se vite. tait, alors. C'est dramatique. Non, on va pas se taire. On va donner les coordonnées de l'association. Ah, ça, c'est une quelque bonne chose chose. qu'on fait rarement. Mais Appel enfin, aux là- retraités. Ah, pardon, aux Appel retraités. aux retraités. Parce que. Parce qu'il n'y a pas meilleure valeur que le retraité pour moi. Mais alors, ou rentabilisons le femme. retraité. Hommes ou femmes. Alors, Et la je chaîne- change leur vie. La chaîne de l'espoir, 96 rue Didot, CS 114 17, 75 993 Paris CEDEX 14, sinon chaîne de l'espoir.org sur Internet. Ouais. Et donc les retraités. Qui ils- que vous soyez, venez, vous serez bien accueillis. Et pour Et faire après, quoi? chacun... Ah bah, Famille attendez. d'accueil, Non, mais il y a aider pas à la que ça, il n'y a logistique, pas que ça. Il y a certains qui répondent au téléphone, par répondre exemple. au téléphone, voilà. Et très bien. Permanence. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'à la chaîne de l'espoir, ce n'est pas uniquement de la médecine. C'est 80% de l'action n'est pas médicale. C'est pas un acte, c'est seulement 20%. Bien sûr. Donc appel aux médecins retraités, aux infirmières, on a beaucoup d'infirmières à la retraite, ça c'est formidable. Mais aussi des architectes, des financiers, etc. etc. Ah oui, donc vous recherchez vraiment tout Ah un oui, ensemble, appel tout aux un panel retraités. de métiers. Donc rendez-vous sur le site Pour internet. changer votre vie, changer votre vie, puis celle des enfants que vous allez servir. bien sûr, au bout du compte. Aussi. Merci infiniment, professeur Deloche, pour ces messages d'espoir. On envoie un grand bonjour au Père Sérac, sait-on Oui, jamais. oui, Hein, en tout cas, vous sait-on lui jamais. transmettrez la prochaine fois Oui, que vous le bien verrez. sûr, bien sûr. Merci et à très très bientôt. Merci. À bientôt.